Bienvenue dans Stendhal Syndrome. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du vertige artistique. Le monde de la création regorge d'œuvres faites pour être reçues par le plus grand nombre. Mais d'autres sont si étranges qu'elles ne trouvent pas toujours le chemin vers nos yeux, rejoignant ainsi le grand cabinet de curiosité. Dans ce lieu où règne folie passagère, génie fulgurant et ténèbres éclairées, il se trouve des œuvres qui vous marquent ta vie. Elles sont ici, avec nous, rampantes et invisibles. Pouvez-vous les sentir ? Fermez les yeux, elles vous apparaîtront. Elles cernent à la fois notre monde et chacun d'entre nous, les ténèbres. Voilà longtemps qu'elles m'obsèdent et glissent entre mes doigts. Pourquoi sont-elles source d'autant d'effroi et de fascination ? À quoi nous renvoient ces immensités obscures, saturées de néant ? Les ténèbres d'ailleurs sont-elles seulement vides ? Pour le savoir, il nous faudrait regarder dans l'abîme, dans les recoins des océans et de l'hyperespace, mais surtout dans les angles morts de notre imaginaire. En écrivant ces mots, je me remémore ma première rencontre avec les ténèbres. Elle fut aussi absurde que marquante. À la fin des années 70, mes parents avaient acquis une grange au milieu des champs pour en faire leur maison. Et lorsque je suis né, elle était presque finie. Mais pas totalement. Je me souviens encore aujourd'hui de ce terrifiant vide sanitaire entre deux étages, laissé béant pendant quelques mois. Chaque soir, en allant me coucher, je devais passer devant, gravissant les escaliers pour atteindre ma chambre, terrifié que quelque chose sorte de cet espace ténébreux et sans vie. On dit que les enfants ont peur du noir. Je ne faisais pas exception à la règle. Aller chercher du lait dans le garage me terrifiait. Il fallait faire quelques pas pour atteindre l'interrupteur et qu'enfin la lumière s'allume, balayant les démons de mon imagination. Ces quelques secondes terrifiantes, nous les avons tous connues. Après avoir traqué ces ténèbres partout où elles se trouvent, pour tenter de comprendre ce qu'elles signifient, j'en viens presque à me dire que notre rapport aux ténèbres a conditionné tout ce que nous sommes, pas seulement en tant que personne, mais en tant qu'humanité. Mais restons quelques instants avec cet enfant effrayé. Il souffre d'acluophobie, autrement appelée peur du noir. Elle touche beaucoup d'enfants, mais également certains adultes, parfois à un degré pathologique. Ce n'est pas tant la peur de la couleur noire, mais la crainte de ce qui peut s'y cacher, en surgir, de cette effroyable vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvons une fois plongés dans l'obscurité. Le noir, c'est le silence de la rationalité, un état dans lequel les sons et les sens sont décuplés, où ils deviennent source d'angoisse. C'est dans le noir que les maisons craquent ou que des bruits de pas deviennent inquiétants. Cette peur remonte au temps des premiers humains, à l'apogée du règne animal. Avant les réverbères, les phares et les cités aux néons clignotants, certaines nuits sans lune avaient allure de ténèbres. Nos ancêtres devaient faire face au froid nocturne, à la menace des prédateurs ou des tribus ennemies. La nuit, vous ne maîtrisez plus rien. Votre vision vous abandonne. Tout repère est perdu. C'est d'ailleurs lorsque nous avons réussi à éclairer ces ténèbres avec le feu qu'a débuté la civilisation. Nous avons pu bâtir des maisons pour survivre à la nuit, pour se protéger des menaces que l'obscurité protège et encourage. Pouvoir enfin dormir tranquille. Même si nous sommes de moins en moins nombreux à craindre les attaques nocturnes de félins affamés, notre corps a comme enregistré cette angoisse préhistorique. La peur d'un enfant qui allume toutes les lumières pour atteindre les toilettes est-elle un reliquat de cette peur primale qu'ont éprouvé nos lointains ancêtres ? Il semble d'ailleurs que l'imaginaire humain se soit chargé de véhiculer ce rappel dans la culture, comme s'il ne fallait jamais oublier que l'obscurité était mère du danger. Mais à mesure que nous avons évolué, ce rapport aux ténèbres est vite devenu plus profond et complexe qu'une simple absence de lumière. Beaucoup de mythes fondateurs, qui tentent d'expliquer l'origine de la vie, nous disent que les ténèbres étaient l'état primordial, la base de tout. Au commencement, il n'y avait rien, juste un vide infini, privé de toute lumière et de vie. Et puis la lumière fut, comme le raconte la Genèse,
ce texte ouvrant l'Ancien Testament qui imagine comment Dieu aurait conçu le monde. Le catholicisme définit lui aussi les ténèbres comme l'état antérieur de l'univers, le néant d'avant la création divine. Malgré cela, une fois la création accomplie, les ténèbres subsistent comme reliquats de l'ancien monde et représentent une vacuité où l'âme peut se perdre. Le Créateur lui-même n'est pas parvenu à se débarrasser des ténèbres. Dès les premiers textes mythologiques, la dualité de notre lecture du monde apparaît. La lumière lutte contre les ténèbres, le bien s'oppose au mal comme la nuit chasse le jour. Et si ce motif christique du Sauveur qui naît, meurt et ressuscite n'était qu'une métaphore pour rappeler aux hommes que le soleil se lève, se couche au crépuscule et ressuscite à l'aube? Il est possible que cette crainte de l'obscurité nous ait marqué plus qu'on le pense. En miroir à la lumière divine, c'est le mal à l'état pur que vont symboliser les ténèbres. Elles ne sont plus seulement dangereuses, elles sont maintenant mauvaises. C'est sans doute pour cela qu'on place l'enfer dans les limbes, sous terre, à l'inverse du paradis qui se réserve les cieux. Est-ce pour cette raison que les antagonistes de fiction sont habillés de noir, pour épouser la nuit et surgir des ténèbres, pour montrer que leur âme est aussi noire que leurs atours? Même notre vocabulaire garde l'empreinte de ce duel sans merci. On peut qualifier quelqu'un de ténébreux, dire qu'il nourrit de sombres pensées, que son âme est noire et ses propos obscurs. En opposition, on louera le caractère d'une personne solaire, éblouissante, rayonnante, aux idées lumineuses. Dans la même idée, on pense à l'esprit éclairé du siècle des Lumières qui s'opposait alors aux doctrines obscurantistes. Un champ lexical tout en contraste, basé sur l'opposition entre ces deux forces. Et puis notre société a évolué scientifiquement et l'humanité a pu découvrir un autre grand secret. Nous sommes physiquement cernés par d'autres ténèbres, cette fois-ci bien réelles. Surnommer notre Terre planète bleue est presque une erreur. Nous aurions dû parler de planète sombre, car 2/3 de nos océans se perdent dans les abysses. Ces grandes profondeurs commencent à 3000 mètres sous la surface et atteindraient selon nos connaissances 11 000 mètres, dans la redoutable fosse des Mariannes. Je vous laisse imaginer le courage et l'état d'esprit de ceux qui sont allés se poser au fond de ces crevasses cyclopéennes, dans des bathyscaphes soumis à des pressions monstrueuses, sans possibilité de secours. La solitude qu'on y ressent doit être profonde. Le plus étrange est qu'on y a trouvé de la vie, après avoir longtemps pensé que c'était impossible. Des créatures à l'allure extraterrestre flottent dans les grandes profondeurs, et tout y est si sombre que les animaux qui s'y cachent ont dû développer leur propre source de lumière. Et dans ces abysses, les humains ont projeté tant de fantasmes. Nous y avons rêvé des krakens millénaires et des civilisations disparues, ainsi que des formes de vie intelligentes dont on ignorerait le règne sous-marin. Mais jamais l'on n'oublie la dimension terrifiante de ces sous-sols océaniques. Nous savons tous que l'homme n'y est pas le bienvenu. Seules les épaves, les monstres et la mort nous y attendent. Si la vie humaine est sortie des océans, pas sûr qu'elle soit si prompte à y retourner. Si nos fonds marins sont terrifiants, l'espace infini qui nous entoure l'est tout autant. Dès que nous avons scruté l'espace avec les premiers télescopes, nous avons pris conscience que nous n'étions qu'une infime tache de lumière dans un royaume infini de ténèbres. Cette nuit qui nous encercle est mère d'un vertige cosmique qui peut être effrayant. Outre ces mesures astronomiques, l'espace est un milieu hostile. L'être humain ne peut y respirer et le son même ne s'y propage pas. Ce qui explique pourquoi dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ici, le temps et la lumière nous jouent des tours. Une seule erreur dans ce contexte hostile et c'est la dérive sans secours dans le gouffre cosmique. Même ce qui compose cet apparent vide est en soi mystérieux. On parle d'une hypothétique matière noire qui composerait un tiers de ces contrées spatiales. Que dire encore des trous noirs supermassifs qui aspirent tout ce qui s'en approche dans un maelstrom de ténèbres dont on ne sait s'il existe une sortie. Ces objets célestes sont si compacts que l'intensité de leur champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Décidément, notre monde est cerné de ténèbres qui bordent chaque nuit le lit de notre insouciance. Plus déroutant encore, si nous arrivons par le biais de simulations à remonter à quelques instants du Big Bang qui crée notre univers, il demeure une question. Qu'y avait-il avant ? Rien ? Le néant, le vide, une obscurité infinie ?
C'est ce qu'en tout cas nous finirons par appeler la nuit des temps. Dans ce vide cosmique, les auteurs ont caché des créatures innommables et autres grands anciens, des vaisseaux à la dérive et parfois même la porte des enfers. La puissance métaphorique de l'obscurité est si grande qu'on peut voir fleurir nombre de déclinaisons symboliques. En premier lieu, la nuit est le royaume des monstres. Que ce soit la nuit des morts vivants ou celle du chasseur, la pénombre cache les pires abominations. Parfois, les ténèbres sont comme une sorte de brouillard qui tente de dévorer notre monde et qu'il faut fuir à tout prix. Parfois, c'est le néant qui grignote notre réalité. Parfois, la nuit tombe comme un signal pour que les ghouls sortent de leur cachette, pour que les vampires quittent leur cercueil et que les hors-la-loi sèment la terreur sur les villes. C'est même parfois la nuit que les extraterrestres choisissent pour enlever des Américains. À mesure que la lumière du monde réel s'estompe, un autre monde prend son tour, celui de la peur et de l'inconnu. Les ténèbres sont aussi le temple de la solitude, de la dépression, de ce gouffre laissé par la rupture amoureuse. Ce lieu où l'on se retrouve captif, enfermé, coupé du monde et des autres, imperméable à toute lumière qui nous tendrait les bras. C'est aussi dans cette obscurité que se traverse le deuil. Ce n'est pas un hasard si c'est du noir qu'on porte lorsqu'on accompagne un proche vers la contrée des morts. Après tout, il faut bien faire face à cette idée. Même si nous nous sommes inventés paradis et enfer pour pouvoir espérer un après, il est fort probable que la mort soit un simple trou noir dans lequel plus rien ne se passe. Mais qu'à cela ne tienne, la curiosité des hommes ne connaît pas de frontières et c'est sans étonnement que nous sommes allés fantasmer cet au-delà obscur. La mort est-elle une réalité invisible qui se calque sur la nôtre ? Est-ce un lieu physique qu'on pourrait explorer comme un aventurier ? Est-ce encore une prison qui nous tiendrait enchaînés à notre ancienne forme, condamnés à errer pour l'éternité ? Certains ont tenté de trouver une entrée vers ce royaume étrange, pour voir si la mort est un gouffre sombre ou bien un couloir de lumière apaisant. Ces ténèbres éventuelles qui nous attendraient après la mort sont une source d'angoisse auquel nul n'est insensible. Et cette question reste un mystère dont nous ne sommes pas sûrs de vouloir la réponse. Et si enfin les ténèbres étaient une dimension parallèle, dans laquelle on pourrait matérialiser ses souvenirs, voyager dans notre esprit, est-ce à cela que ressemble le gouffre inaccessible de notre inconscient ? Le sommeil lui aussi détient sa part de ténèbres. Lorsque nous fermons les yeux pour chercher le repos, nous nous trouvons dans cet espace aveugle et intime où nous ne sommes que pensées, où des images se forment à mesure que nous laissons notre esprit divaguer vers Morphée. Une fois que nous sommes prisonniers du sommeil, les cauchemars peuvent alors jouer leur rôle, servir de véhicule à nos peurs les plus enfouies. En 1966, le jeune Hans Rudi Giger est en proie à des crises de somnambulisme doublées de cauchemars saisissants. Dans la maison familiale, une porte mystérieuse, dissimulée derrière un rideau, menait vers les caves de l'hôtel mitoyen. En rêve, Giger emprunte ce chemin et découvre des escaliers interminables plongeant dans l'obscurité. Dans ce gouffre, des monstres décharnés, des processions macabres et le vide, sombre, infini et angoissant. Giger dessinera ses visions dans une série appelée Shafts. Une fois ces cauchemars couchés sur papier, ceux-ci stoppèrent presque instantanément. Les ténèbres du rêve sont à part, car on a la sensation de les vivre, d'y faire face le temps d'une nuit. Grâce au mécanisme du rêve, une simple tache sombre en bas d'un escalier devient un portail vers le royaume des ténèbres. Mais alors que s'est développée notre culture de la lumière, du beau et du bon, l'attrait pour les ténèbres et son esthétique a grandi elle aussi, car elles sont devenues au fil du temps un concept immatériel, un territoire de l'esprit. Les deux milieux principaux où se sont développées cette esthétique sont les fictions fantastiques ou d'épouvante et le métal en musique. Des centaines d'artistes se sont attelés à donner corps à ces visions. Dans la fiction, les antagonistes sont bien souvent au service de ces fameuses ténèbres quand ils ne l'incarnent pas spécifiquement. Elles revêtent une dimension presque politique, anarchique et chaotique. Ces super-vilains sont à proprement parler obscurantistes. Certains veulent détruire le monde et le plonger dans la désolation. D'autres, maintenir l'humanité dans une nuit perpétuelle. Certains, dit-on, serviraient même le côté obscur. Si les ténèbres incarnent le mal dans la fiction, dans le métal, elles s'apparentent plus à un carburant, un vecteur de symboles et de sentiments. Le mot anglais darkness et son adjectif dark sont des marqueurs. On les retrouve d'ailleurs dans le nom d'un grand nombre de groupes. Une certaine façon d'annoncer la couleur. Noir, évidemment. Beaucoup de ces pochettes brillent par la sensation de désespoir, de colère et de morosité, qui émanent notamment des pochettes de black metal.
La peinture cadavérique des musiciens émerge de l'obscurité et nous saisit par l'aura mortifère qui s'en dégage. D'autres jouent une carte plus romantique, rendant hommage à la nuit ou au froid hivernal. On trouve aussi de nombreuses forêts plongées dans un crépuscule sans couleur. Par extension, la magie noire, l'occulte, ce qui est caché dans l'ombre, sont autant de thématiques découlant de cette dévotion du métal pour ce qui est sombre, dark. Les groupes de métal forment en termes d'esthétique l'armée des ténèbres la plus active. Un nom de groupe ou un titre d'album ne se choisit pas à la légère et cherche à exprimer l'essence même d'une démarche artistique. L'approche de ces groupes est bien souvent métaphysique. Cette musique a pour but de nous faire explorer la noirceur du monde dans une catharsis sonore et stylistique, nous plongeant ainsi dans des contrées émotionnelles inexplorées et souvent perturbantes. Outre cet attrait pour le côté obscur de l'âme humaine, certains groupes s'inscrivent dans la doctrine religieuse afin de jouer sur son terrain. Si c'est cela votre lumière, alors nous serons les ténèbres. Ils profèrent ainsi une critique acerbe de la religion et d'une vision du bien qu'ils estiment faussée, hypocrite. Cela explique en partie la présence récurrente de symboles sataniques et de visuels blasphématoires décomplexés. À leur façon, ces créateurs vouent un culte artistique aux ténèbres et à ses forces, ne se retrouvant pas dans la vénération aveugle d'une lumière totalitaire, une forme de crachat artistique au visage des illuminés. On peut aussi présenter les ténèbres comme un lieu de l'esprit dans lequel on peut se perdre. Soit les ténèbres sont subies et le groupe partage son voyage dans la dépression et la douleur, soit les ténèbres sont glorifiées. Elles sont alors un royaume auquel nous devons la dévotion, comme une sorte de religion inversée. L'idée est aussi de faire part des ténèbres dont l'homme est capable, la guerre et la destruction, la violence, la politique, les mégacorporations destructrices. Les ténèbres, humaines ou inhumaines, sont le fil rouge créatif de cette musique et de ces univers, montrant par là même que les forces du chaos et de l'obscurité peuvent être source de création et de beauté. Mais cette esthétique des ténèbres n'est pas née avec le métal. Les peintres ont avant eux apporté leur pierre à cette tour sombre. Les flammes de l'enfer qui luisent dans les nuits de Bosch, le clair-obscur du Caravage, le gouffre divin de John Martin ou encore les portes de Francis Bacon qu'on retrouve dans la plupart de ses toiles et qui donnent sur le noir néant. Certaines de ces figures en sortent ou s'y font aspirer. Aucune de ces options n'étant véritablement rassurante. Si mes calculs sont exacts, vous devriez ressentir un certain étouffement. Côtoyer l'obscurité d'aussi près n'est pas chose facile. Après cette plongée suffocante, vous aurez besoin de lumière, de rires et de félicité. Car ainsi bat le cœur du monde. La lumière a besoin des ténèbres pour exister, et inversement. S'il n'existait pas ce vide obscur, il n'y aurait pas de soleil flamboyant. Les ténèbres sont un puissant moteur que l'imaginaire sert à dompter, en leur donnant du sens, en nous permettant d'y faire face. Enfin, les ténèbres sont un formidable vecteur artistique et sensible qui nous permet d'accepter la mort et les blessures de ce monde. Oui, les ténèbres attendent partout, même lorsqu'il fait plein jour. Elles peuvent être enfouies sous la terre ou à l'intérieur de nous. Elles peuvent sommeiller dans les lignes d'un livre fantastique, dans les confins de l'espace, dans le rêve angoissé d'un humain endormi. Mais elles nous ont précédés et nous verrons disparaître. Il a beau être sombre, ce vide peut être vu comme une page blanche, un espace à remplir avec notre imagination. C'est dans cette nuit des temps que se sont créées l'infinité des merveilles de l'univers. Comme le vide immaculé, les ténèbres sont un monde à peindre avec nos rêves. Est-ce alors si étrange si c'est la nuit qu'on donne les plus grandes fêtes, si c'est elle qui accueille nos ébats amoureux et nos corps timides, si c'est elle qui offre à l'artiste des moments de création magiques et hors du temps. La nuit est le temple du rêve et du repos. Elle éteint le réel et nous offre tous les possibles. Il ne faut pas craindre cette obscurité, mais en faire une amie, comme cette ombre qui se manifeste partout où nous allons. Ce combat entre l'obscurité et la lumière, entre le néant et la création, est au cœur de l'histoire des hommes. Car tout ce que nous sommes, nous le devons à celles et ceux qui ont sans peur brandi une torche dans les ténèbres. Hey, wanna play hide and clap? C'était Stendhal Syndrome, nous nous reverrons.